Bonjour à tous et bienvenue au webinaire La connaissance client pour accélérer la performance B2B. On va encore attendre juste quelques minutes pour accueillir d'autres participants. Donc on va démarrer d'ici 2-3 minutes. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Bien écoutez, bienvenue à tous à la connaissance client pour accélérer la performance B2B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Bébridge Digital, Philippe Poulou, et qui va commencer par se présenter. Et je te laisse y aller, Philippe. Bonjour à tous, merci Clément et bonjour Clément. Bébridge Digital est une société de conseil en stratégie digitale et en implémentation partenaire de Salesforce. Et nous avons trouvé très intéressant de nous associer aujourd'hui à Théorie Globale autour du parcours d'achat dans le B2B et autour de l'identification des personnages, donc des personas qui composent ce parcours d'achat. Et Théorie Globale étant spécialiste du sujet, nous avons décidé de faire ce webinaire ensemble. Merci, Philippe. Donc, moi, je suis Clément Hurstel, je suis directeur associé sur la stratégie de la demande pour Théorie Globale. Théorie Globale, on est un cabinet de conseil, on accompagne les clients, les marketeurs notamment sur tout ce qui est définition de leur persona, compréhension des clients, de leur parcours d'achat. Et je vous propose de commencer à rentrer dans le vif du sujet. On va parler un petit peu des tendances B2B qu'il faut connaître aujourd'hui. Donc, on va rentrer dans les sujets qui nous semblent importants après sur la connaissance client, la méthodologie qu'il y a derrière l'exploration des personas, et puis également, bien sûr, tout ce qui est opérationnalisation à travers l'outillage. Et Bébridge va nous présenter tout ça très précisément. Donc, je propose d'avancer dans notre présentation par tout ce qui concerne les stratégies B2B. Quelles évolutions doit-on intégrer dans sa réflexion aujourd'hui dans le domaine du B2B? Donc, quelques rappels. Aujourd'hui, évidemment, le monde change et on a identifié avec Bébridge les grandes tendances qui, pour nous, on doit connaître aujourd'hui pour comprendre ce monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières années? C'est évidemment la fragmentation des parcours,
la multiplication des points de contact. On achète de manière complètement différente aujourd'hui, différemment de ce qu'on faisait il y a 10 ans, avec un accès incroyable à tout ce qui est données et nouvelles technologies, une digitalisation des comportements avec le mobile, les iPhones, avec évidemment Internet qui est sur tout le long des parcours aujourd'hui de l'expérience client. Quelque chose sur lequel on va revenir, qui est effectivement tout ce qui est la nouvelle génération qui aujourd'hui représente la force vive dans l'entreprise. Donc une génération qui est différente, qui est née avec Internet, avec des usages différents, des attentes aussi différentes. Et puis, je te laisse poursuivre sur l'autre partie du schéma, Philippe. Oui, merci Clément. Ce qu'on voit, c'est effectivement cette émergence de données, cette facilité d'accès à la donnée, le coût qui a baissé, non seulement a changé les fonctionnements opérationnels des entreprises, mais a totalement bouleversé les offres, les business models, les propositions de valeur ont été totalement changées. On voit aussi que les écosystèmes, les partenariats prennent de plus en plus de place parce que la collaboration est rendue de plus en plus facile. Et donc, les engagements sont de plus en plus multi-acteurs, collectifs, et de ce fait sont assez différents de ce qu'on pouvait voir par le passé. Tout à fait. C'est ce qui caractérise le B2B, entre autres. Autre caractéristique, évidemment, du B2B, c'est le volume d'affaires. Aujourd'hui, on estime à plus de 7700 milliards de dollars le monde du B2B. C'est 3 fois plus que le monde du B2C. Et pourtant, c'est le B2C qui semble instaurer, donner le rythme à tout le marché, à la manière de marketer, à la manière de comprendre le client, de l'expérience client. Autre caractéristique sur la partie B2B, c'est une réalité multiple. Alors effectivement, Clément, lorsqu'on parle de B2B, on ne parle pas de grand marché, mais d'une multiplicité de segments. Chaque segment a des cycles d'achat extrêmement spécifiques. Alors on voit qu'il y a un certain nombre d'évolutions communes, plus de services, l'importance de la digitalisation. On voit qu'il y a aussi des caractéristiques communes. Ce sont généralement des cycles de vente plus longs et plus complexes, encore que pas toujours. La prise de décision est souvent multipartite, multicritères. On a des offres qui sont plus complexes. Donc, on voit à la fois une réalité multiple et des tendances ou des patterns communs. Si on regarde les différents segments qui composent le B2B, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que vous voyez sur la slide, mais on peut voir quoi de commun entre tout ce qui est projet, équipement, où on a des cycles d'achat très longs, très spécifiés, avec finalement une offre unique, hein, chaque projet étant unique, et puis des services qui vont être plus généralisés, comme les services ancillaires, donc nettoyage, sécurité, prestations externalisées. Donc on voit que dans le monde du B2B, il y a tout un panorama, toute une segmentation qu'il convient de bien comprendre, et convient de bien comprendre les modes d'achat et les cycles spécifiques à chacun de ces segments. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi rajouter par rapport à ça, c'est on a un client B2B qui en attend de plus en plus de services, et beaucoup plus qu'il n'était auparavant, tout au long de son cycle de vie au sein d'entreprise. Bien sûr. Ce qu'on voit, on a parlé du nombre d'intervenants dans les achats. Ce qu'on voit, c'est les statistiques qui montrent combien de touchpoints, combien de personnes peuvent donner un avis ou intervenir dans un acte d'achat. C'est variable d'un secteur à l'autre, mais ce qu'on voit, c'est que le minimum, c'est 3 personnes, et on a des secteurs sur lesquels on peut aller jusqu'à 4, 5. Vous voyez, vous avez 4, 6 en moyenne, vous avez des cycles d'achat extrêmement complexes. Donc il est important d'intégrer cette complexité, d'intégrer les attentes, les enjeux de chacun des acteurs qui vont prendre partie dans ce cycle. Donc plus de départements impliqués dans la décision d'achat, plus de personnes, plus de temps, enfin qu'il est en fonction des secteurs d'activité. Donc vraiment beaucoup de composantes qu'il faut explorer pour bien comprendre ses clients en général.
L'autre, il y a un chiffre qui nous a frappé. Alors peut-être que c'est dû à nos âges. On a légèrement grisonnant, mais pas trop encore. Enfin, je parle surtout pour moi. C'est que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que parmi les acheteurs en B2B en 2019, près de la moitié ont moins de 35 ans. Donc c'est là où tout à l'heure on parlait de la génération Z, des milléniums, où on a évidemment des attentes, des usages, des manières de collaborer qui sont complètement différentes de ce qu'on voyait auparavant. Et c'est vraiment une tendance qui va s'accélérer, quoi. Donc parmi les usages, évidemment, beaucoup la partie digitalisation. 61% disent qu'ils utilisent les appareils mobiles, iPad, etc. Internet, voilà, qui fait partie de l'expérience pour plus des trois quarts d'entre eux. Je pense même que ce chiffre est un peu sous-évalué, à mon avis. Une personne sur deux pense qu'il réalisera des achats B2B en ligne d'ici 3 ans. Donc, boom du e-commerce B2B, beaucoup plus en tout cas qu'il n'est aujourd'hui. Google qui a toujours une place prédominante dans le début du parcours d'achat. 75% ont déjà pris leur décision avant de contacter un fournisseur. C'est sans doute là qu'est le cœur de l'opportunité pour toucher des acheteurs. Hein. C'est dans ce moment où on pense qu'effectivement, on n'est pas vraiment présent, mais en fait, si on peut l'être avec tous les outils digitaux, les stratégies de contenu, etc., etc. Donc, et puis, pour 1 sur 2, les services sont cruciaux pour renouveler leur achat auprès du même fournisseur. Donc là, on rentre dans tout ce qui est l'importance l'expérience client, du service pour faciliter la vie du client et puis pour l'emmener jusqu'à les stratégies de rengagement, de fidélisation, jusqu'à la loyauté qu'on peut avoir, quoi. Alors, moi, je souscris totalement à ce que tu dis. Là, ce qu'on voit auprès de nos clients, des tendances qui sont vraiment en train de se cristalliser maintenant, c'est autour des achats B2B en ligne. C'est quelque chose qui est en train de vraiment de monter de manière très impressionnante depuis relativement peu de temps, hein, depuis quelques mois, 1 an. Ça, on voit que c'est en train d'accélérer sur des secteurs, même sur des secteurs qui n'étaient pas très digitalisés jusqu'à présent, des secteurs comme la finance d'investissement, la finance B2B qui est en train d'accélérer sa digitalisation en ce moment. Et puis quelque chose qui est présent depuis plus longtemps, mais qui est aussi de plus en plus fort et qu'on voit chez nos clients, c'est la partie service. Cette évolution de l'offre vers de plus en plus de services, de plus en plus aussi d'abonnements, de récurrence, de prédictabilité dans les besoins. Donc ça, c'est vraiment des tendances que l'on constate jour après jour. Alors, je propose de rentrer dans la partie. Alors, petite précision, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le chatter de l'outil GoToWebinar. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure qu'elle se présente. Sinon, de toute façon, on passera un petit peu de temps en fin de cette présentation pour pouvoir y répondre. Si jamais on n'a pas le temps de le faire, on prend l'engagement, de toute façon, Philippe et moi, de pouvoir répondre individuellement à chacune d'entre elles. Hein. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'outil adéquat pour pouvoir le faire. Donc, attaquons-nous maintenant effectivement à la partie connaissance client. Quelles approches, quelles méthodologies pour construire sa proposition de valeur. Philippe nous disait à l'instant, voilà, l'évolution des services, des attentes par rapport aux services. Donc tout ça construit effectivement, c'est une demande de nouvelles propositions de valeur qui soient différenciantes. Comment maîtriser les messages de son buyer de journée, quelle méthodologie pour pouvoir le faire. Et puis je vous présenterai un business case aussi pour matérialiser un petit peu toute cette partie. Donc, premier élément, c'est de comprendre un petit peu le cycle de vie du client et de comprendre par quelles étapes il passe. Ces étapes, généralement, elles commencent par l'identification d'un besoin, l'exploration et la recherche. On explore le monde des possibles, la sélection des solutions, la consultation jusqu'à la contractualisation. Et là, on est dans des terrains de jeu qui sont plutôt l'idée par le marketing et puis les ventes,
avec des problématiques d'ailleurs spécifiques entre le marketing et les ventes, hein, des problématiques d'alignement souvent. Et puis pour basculer dans le terrain de jeu du service client et puis des opérations, pour tout ce qui concerne la livraison, la production d'un produit ou d'un service, sa réception, les utilisations de ce service ou la consommation quand il s'agit de consommables, et puis les logiques de renouvellement et de réassort jusqu'à la recommandation. Donc, tout ce qui va animer la réflexion, la méthodologie pour nourrir la connaissance client, elle se passe autour de ce cycle de vie. Donc, premier élément pour connaître un petit peu, rentrer dans la connaissance client, il y a évidemment, ça passe par la définition de ces personas, qui, pour nous en tout cas, théorie globale, on place au centre un petit peu de notre proposition de valeur auprès de nos clients, hein. C'est-à-dire de quoi il s'agit les personas. Nous, on aime à dire que ce qu'on essaye d'explorer à travers les personas, c'est pas ce que les data enseignent, hein, mais c'est pourquoi effectivement, parce que les data en fait nous enseignent qu'est-ce que les gens achètent, combien ils achètent, quand est-ce qu'ils achètent, etc., etc. Mais elles nous renseignent peu sur pourquoi ils achètent. Et ça nous semble essentiel, comprendre pourquoi les gens achètent, pour derrière avoir justement les bons messages, la bonne proposition de valeur. Donc ça c'est le fond effectivement du persona. Et puis les autres vertus de ce persona, c'est de matérialiser un petit peu ces segments à travers un profil idéal et qui devient un véritable outil de structurant à la fois pour les équipes marketing, les équipes de content, les équipes les commerciaux aussi, etc., etc. D'accord. Et vous pouvez nous dire justement comment vous procédez pour découvrir et structurer cette information? Ouais, absolument. Il y a plusieurs phases dans un projet personnel. La première phase, c'est déjà d'une part de s'acculturer à l'environnement du client, à ses produits, à ses messages. Donc ça passe par une petite période d'incubation chez le client, d'interview avec les commerciaux qui ont une vraie expertise, qui est souvent d'ailleurs sous-évaluée, mais qui est une vraie expertise client justement, hein, qui est présente, mais qu'il faut reformuler, qu'il faut aller chercher et récolter. Et puis par l'interview directement auprès de clients, de prospects, de clients, de nouveaux clients, de clients perdus aussi, pourquoi on perd un client, ou de prospects non transformés, pourquoi on perd un appel d'offres, etc. Pour récolter, nous essentiellement, des verbatims qu'on va organiser pour redonner de la voix aux clients et le faire porter en interne au sein de l'organisation. Et ce qui nous intéresse aussi de décoder à travers tout ce schéma, c'est de comprendre, comme je le disais auparavant, les raisons pour lesquelles on nous achète. Et ces raisons, souvent, elles sont multiples. Alors, je vous propose alors déjà, est-ce que j'ai répondu Oui, tout à fait. Je pense que tu vas continuer à y répondre d'ailleurs. Ce qui nous intéresse derrière cet exemple, par exemple, derrière ces trois personnages qui sont en gros un IT manager, un directeur commercial, une DRH et puis un technicien. Si on se projette dans le fait que ces gens sont susceptibles d'acheter des solutions de mobilité, derrière le même produit, on a une diversité de raisons pour les acheter qui sont différentes. Donc, une diversité de raisons d'acheter. Il faut cultiver évidemment une diversité, une richesse de propositions de valeur pour rencontrer rencontrer ces acheteurs, quoi. Donc, si je suis un IT manager, je recherche des solutions pour gérer le parc de nos outils de mobilité. C'est un besoin qui est différent de celui d'un directeur commercial qui attend que ses équipes, il veut les autonomiser et puis qu'elles soient proactives sur le terrain, qu'elles passent plus de temps sur le terrain que évidemment au sein de l'organisation. Je suis DRH, je suis plutôt dans la recherche de l'innovation sociale, donc je veux rendre le télétravail possible et rendre mon organisation agile.
Donc, je vais peut-être avoir aussi d'autres raisons d'acheter ces solutions. Et je suis technicien, je suis en intervention chez le client. Je vais reporter mon intervention directement et pas être obligé, par exemple, de repasser au bureau pour faire simplement du reporting. Donc, ils recherchent des vertus, ils ont des problématiques, des pain points et puis des attentes qui sont toutes complètement différentes, mais qui convergent vers le même produit. Donc, les personas vont aider à comprendre effectivement les raisons, le contexte qui fait que ces personnes s'orientent vers une solution. Et ça va évidemment aider les marketeurs à mieux faire leur travail, les commerciaux à mieux organiser, à poursuivre la conversation marketing vers une conversation commerciale, business, pour développer les affaires, évidemment. J'ajouterais, c'est vraiment intéressant, j'ajouterais aussi une dimension qui est ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, les pain points, c'est-à-dire que souvent des nouvelles solutions qui vont être apportées ne sont pas forcément des solutions qui sont sur étagère ou qui ont déjà été envisagées, mais la compréhension des pain points ou des irritants des différents personas peut permettre d'approcher et de bâtir un discours pour justement proposer des solutions qui vont changer l'organisation, qui vont vraiment être différenciantes chez le client. Absolument, ouais, tout à fait. Donc ça, c'est une première dimension, comprendre pourquoi effectivement ils achètent. Puis la deuxième dimension, c'est l'exploration, la compréhension du parcours décisionnel. C'est-à-dire que au sein d'une entreprise, contrairement au B2C, c'est une organisation qui décide. Donc c'est un ensemble de personnes et qui interviennent dans un processus qui a un processus cognitif dans lequel on passe tous lorsqu'on prend une décision, mais qu'on va décortiquer où chacun va jouer un rôle différent. Ces rôles, ça peut être un rôle soit de champion, soit d'influenceur, tout au long du parcours de décision. Ce parcours de décision, il se décortique de la manière suivante. Il y a 3 grandes phases avec qu'on peut encore affiner. Donc la phase de découverte qui est je comprends que j'ai un problème à solutionner au sein de mon organisation ou une opportunité à saisir, et puis je commence à m'engager dans l'exploration de mon problème. J'essaie de comprendre ce problème ou cette opportunité. Deuxième phase, considération. J'explore effectivement ces manières d'adresser ce problème et je commence à sélectionner des solutions. Donc, j'ai des rôles qui sont différents, qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas joués par les mêmes acteurs dans ces différentes phases. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, dans ce parcours, dans la phase découverte, on a plutôt un CIO qui est à la manœuvre dans cette phase de découverte, qui va exprimer le besoin, identifier effectivement le besoin, mais qui va être typiquement, là on est dans un parcours plus de type SS2I. On va avoir un IT manager qui va s'intéresser effectivement à décortiquer, explorer les solutions qui sont possibles. Et puis comme c'est une solution, et puis aussi là en l'occurrence des patrons de business unit. Et puis dans la partie décision, qui comporte 2 phases, celle de justifier la décision, c'est-à-dire de prouver qu'effectivement on est en train de faire les bons choix, jusqu'à prendre la décision. On a des personnes encore différentes où là on va peut-être avoir un CEO qui va être impliqué parce que c'est un investissement relativement important pour l'entreprise, donc il demande un niveau de validation qui est supérieur dans... Donc le parcours décisionnel, il va s'attacher à essayer de comprendre qui joue un rôle et quand dans cette chaîne de décision. Voilà, j'ajouterais que ce qui est important, c'est aussi de comprendre les motivations exprimées ou non exprimées de chacun de ces personnages. Certains peuvent avoir une aversion au risque, du fait même de la structure de l'entreprise ou de l'organisation, voire de la politique de l'entreprise. Donc comprendre les enjeux de ces personnages au-delà de la partie exprimée et rationnelle. Ce qu'on a tendance à considérer, c'est que l'achat, le process d'achat dans le B2B est extrêmement rationnel. Il y a aussi une part, finalement, on découvre tous les jours une part d'irrationnel qui entre en jeu et qu'il faut savoir avoir pris en compte et en tout cas comprendre. Absolument. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais une des plus grandes campagnes du XXe siècle qui a été multiprimée,
qui était une campagne d'IBM qui disait personne n'a été viré pour avoir choisi IBM, et une campagne qui était entièrement basée effectivement sur le fait de cultiver le doute, l'incertitude, l'anxiété qu'il pouvait y avoir sur ce genre de propositions, hein, pour acheter des serveurs justement IBM. Donc il y a beaucoup de campagnes qui sont basées effectivement sur ces craintes, hein. On appelle ça en anglais le DUPS, c'est nourrir le doute, l'incertitude, les craintes, etc. Et de faire un vrai message de communication autour de ces items. Et d'ailleurs, ça nous emmène sur le slide suivant, qui est aussi l'autre dimension, effectivement, la troisième qui reste à explorer sur la partie parcours de décision, qui est de dire mais pourquoi le client va changer. Donc là, on est au cœur de la proposition de valeur. Une fois qu'on a compris le parcours, qu'on a compris effectivement les personas, on va s'attacher à essayer de comprendre 4 dimensions de la décision, en tout cas qui engage dans un parcours de décision, qui est le pourquoi changer. Et en fait, on va essayer de comprendre les moteurs conversationnels qui existent et les moteurs motivationnels qui existent entre une solution qui est existante et puis une nouvelle solution. Donc, le premier, c'est effectivement les problèmes et les risques liés à une situation existante et de pouvoir les identifier. Qui va les identifier? Comment ils vont être identifiés? Comment ils vont être formulés? Le deuxième, c'est de comprendre les bénéfices et les attentes de ces personnes, et de la même manière de comprendre à quels mots ils sont employés, quels items, quelles features sont attendus, comment on imagine cette solution. Et puis il y a tout le moteur qui est le moteur des freins, qui sont tout ce qui est lié effectivement à l'anxiété, les risques, notamment le risque politique. Hein. Le risque politique, quand on est tout seul à décider en B2C, il n'y a pas de risque politique, hein, si c'est le risque de portefeuille. Mais en entreprise, il y a un risque politique qui est quand même beaucoup plus important et il faut aussi le comprendre, quoi. Et puis il y a le quatrième élément, toutes les habitudes qui sont liées à la situation existante, c'est-à-dire et puis aux problématiques que tous les managers connaissent bien, c'est comment je mets mes équipes, comment je les forme, comment je les mets derrière un nouveau logiciel, un nouveau process, etc., qui est une vraie problématique qu'il faut travailler aussi, qu'il faut comprendre, quoi. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'évolution des business models et des offres. Aujourd'hui, la prise de connaissance, le client souvent n'aura pas conscience du besoin. Donc, il va falloir faire connaître la solution, communiquer beaucoup sur la proposition de valeur pour générer la conscience du besoin. Donc ça, c'est une phase très importante dans l'acte d'achat, de plus en plus importante dans l'acte d'achat B2B. Complètement. Je vais vous présenter un business case qu'on a réalisé pour notre client Cégide, en tout cas pour pouvoir vous expliquer un petit peu, répondre aux questions qui utilisent les personas et pourquoi faire exactement. Donc Cégide est un acteur qui équipe les entreprises, les experts comptables, les directions financières avec une suite de logiciels autour de la comptabilité, de la finance, de tout ce qui est gestion des ressources humaines. Et là, en l'occurrence, ils nous ont confié, on a eu la chance que Cégide nous confie l'exploration de l'ensemble de leurs personas et des bailleurs de journée pour les business units. Donc aujourd'hui, et c'est un dossier qui est toujours en cours, c'est déjà plus de 175 interviews qui ont été menées, 25 personas, 8 bailleurs de journée. Et en gros, là, vous avez une illustration des éléments récents, justement, de pourquoi changer avec les 4 dimensions, les problèmes, les risques liés à la solution existante, les attentes, et puis toute la dimension frein dont on vient de parler. Aujourd'hui, derrière tout ce travail, c'est un travail qui est extrêmement structurant. Pour qui? On a le marketing produit aujourd'hui qui regarde effectivement quelles sont les features qui intéressent. On a la direction de l'offre qui essaye de comprendre plus finement la proposition de valeur et puis d'ajuster effectivement
l'ensemble des propositions de valeur, le marketing des contenus, évidemment, qui est là pour nourrir toutes les conversations qui vont mener à de la conversion. Extrêmement important, l'expérience client, parce que il y a une certaine vertu quand on interviewe effectivement les clients et puis que vous êtes extérieur à l'entreprise, c'est qu'on a des clients qui s'expriment souvent et puis qui le font plus que quand c'est les services de l'entreprise qui les appellent. Et c'est plutôt extrêmement enrichissant d'un point de vue expérience client d'apprendre qu'il y a des pain points dans le cycle de vie du client. Et évidemment, les équipes, et c'est peut-être les plus importantes, de lead generation et puis de sales enablement pour pouvoir délivrer des messages de valeur. Donc, optimisation de la proposition de valeur, optimisation et création des contenus, le messaging est évidemment impacté, la lead generation et puis l'innovation produit. Je regarde si, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions si les choses le nécessitaient. On y répondra, évidemment. Alors, et ce travail, sur quoi il s'appuie et sur quelle méthodologie, comment on outille effectivement ce travail? Quand on interviewe en fait les besoins du client, au-delà de la méthodologie aussi que je viens de vous présenter, on va essayer aussi de contextualiser et d'identifier les axes d'amélioration. Alors pourquoi on va le faire? Pour pouvoir opérationnaliser encore plus tout le travail des personas et puis du pourquoi changer de la buyer's journée. Où en fait, vous avez un écran là de l'outil qu'on utilise qui s'appelle Sydney.io, qui est un outil qu'on a conçu pour satisfaire nos besoins spécifiques sur les personas, où on va essayer de comprendre un besoin en particulier et de lui amener un contexte qui va nous permettre de mesurer les écarts entre une situation existante et puis une situation qu'on veut viser. C'est-à-dire l'écart qui existe entre l'impact business d'un besoin qui est exprimé et puis l'efficacité de l'entreprise pour pouvoir y répondre. Ces dimensions, elles sont sur la partie attente client, donc purement proposition de valeur, c'est-à-dire développer, est-ce que le client est en attente de réduire ses coûts, de développer son business, d'améliorer ses process, est-ce qu'il y en attente de prix, d'utilisabilité, etc., etc. Qui est détenteur effectivement de ce besoin, de la réponse du besoin? Est-ce que c'est le produit? Est-ce que c'est la livraison? Est-ce que ce sont les outils digitaux dans le cadre des services qui sont associés? Est-ce que c'est l'exécution du projet? Et puis à quelle étape du buyer's journée est-ce que ce besoin s'exprime le plus? Et enfin, quelle est la proposition de valeur, quelle est la réponse de l'entreprise pour pouvoir y répondre et avec quelle efficacité? Et cette exploration il ne s'agit pas d'un besoin, puisque derrière un persona correspondant à un secteur d'activité, etc., on peut avoir des dizaines de besoins qui vont s'exprimer à différentes étapes. On va pouvoir mener une analyse très documentée, sous forme de radar, par exemple, avec des data viz complètement adaptés pour mesurer cet écart entre, la visualisation des écarts entre attente et efficacité de la réponse, à la fois sur toutes les dimensions de la proposition de valeur. Donc là, on voit par exemple développer le business. On a une réponse, on a des attentes qui sont supérieures à la réponse de l'entreprise, également sur la partie brand and status, et puis le même type d'analyse sur leur persona, le customer journey. Donc tout ça va nous permettre effectivement, derrière, à l'issue de cette analyse, de pouvoir proposer un roadmap le plus efficace pour l'entreprise et qui est priorisé en fonction des écarts, en fonction des ressources aussi, et de faire avancer, d'avoir une vraie proposition de valeur de l'entreprise pour faire évoluer sa feuille de route. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu nous as décrit, Clément,
c'est le besoin d'avoir des contenus personnalisés, d'avoir des messages spécifiques qui vont vraiment faire écho chez les différents acteurs, les personas. Après, ce qu'on voit, c'est aussi que ces messages vont être portés par des vecteurs spécifiques. À chaque moment du cycle d'achat, on va utiliser pour s'informer, pour voir, pour contractualiser pendant toute la transaction, des vecteurs différents. Donc, plus on est en amont, plus on est dans une phase ouverte de recherche, d'identification du besoin, plus on va utiliser des vecteurs entre guillemets généralistes, extrêmement non focalisés. Donc, on va avoir la notoriété qui va être importante dans des campagnes de notoriété, des RP, l'influence, tout ce qui est brand content, parce que ce qu'il faut, c'est envoyer des signaux faibles qui vont faire prendre conscience du besoin, de l'offre, de la pertinence de l'acteur aux clients potentiels. Plus on va s'approcher et plus on va converger dans le cycle d'achat, lorsqu'on va par exemple passer à l'exploration et la recherche, on va aller vers une information et des vecteurs plus ciblés. On va directement aller sur les sites web des fournisseurs. Donc le SEO, le SEM deviennent importants. Tout ce qui est stratégie d'inbound marketing. Encore une fois, après, on va encore cibler, on va aller vers des recherches de solutions, vers de la consultation. Donc, on a besoin d'une information beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée. On a besoin aussi de comparaisons, de références sur le marché. Donc, on va parler de business case, on va parler de revues par des experts, de comparateurs. On va ensuite aller vers des choses encore plus spécifiques, tout ce qui est compliance, certification. On va d'ailleurs mêler plusieurs canaux. Il va y avoir le canal online, offline. On voit aussi des vendeurs qui vont intervenir, avoir une influence humaine. Donc il ne faut pas négliger l'interconnexion de tous ces différents canaux de vente et tous ces vecteurs du message. Il ne faut pas oublier non plus que la transaction, la relation client ne s'arrête pas au moment de la livraison. Elle, à la limite, elle démarre presque, puisque une fois qu'on a livré son produit et encore plus son service, on va maintenir et engager une relation client, tout ce qui est logistique de livraison, l'installation, l'onboarding, la première relation du client avec son offre, et puis ensuite lors de l'utilisation, la consommation, tout ce qui est customer success, tout ce qui est support au client, tout ce qui est capacité de générer une communauté d'utilisateurs. Tous ces outils permettent de continuer, d'intensifier la relation client après l'achat, pendant l'utilisation. Et puis, il va falloir arriver un moment de l'upsell, du réassort, va arriver le moment de la recommandation, ce qu'on appelle aussi en anglais advocacy. Donc, toutes ces phases vont également nécessiter des outils spécifiques. Donc, bien prendre en compte la spécificité de ces outils. Alors, je vais faire une parenthèse, je vais exprimer comment nous, chez Beveridge Digital, on va approcher cette exploration. Ce qu'on fait avec nos clients, c'est ce qu'on appelle une digital envision. C'est-à-dire que ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup des outils que nous avons évoqués, même les personas peuvent déjà exister dans des sociétés. En revanche, il est assez rare que tout ça soit mis en perspective et soit mis en cohérence. Donc, ce qui est important, à notre sens, c'est d'avoir une vision de la situation finale, la situation cible, pour pouvoir y arriver pas à pas. Parce qu'évidemment, on ne peut pas passer d'une situation existante à une situation cible d'un coup de baguette magique. Donc, tout ça est important, cette partie planification, visualisation. Et puis, un deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est lorsqu'on va rentrer vraiment dans la réalisation. C'est là qu'il est important d'être innovant, d'être empathique, de bien comprendre le besoin intime du client, de comprendre les besoins non exprimés. On va utiliser beaucoup à ce stade tout ce qui est design thinking dans cette partie d'innovation, d'expérimentation qui permet de dessiner, de mettre en œuvre des produits viables, des minimums, ce qu'on appelle des MVP, pour ensuite pouvoir les déployer et les mettre à l'échelle. Donc cette partie planification, cette partie expérience sont véritablement des sujets qui sont cœur dans la mise en œuvre de votre projet. Tu peux nous dire, Philippe, comment ça se passe concrètement du design thinking chez vous? Ouais. Comment ça se passe un atelier, par exemple, de design thinking? Je vais peut-être passer au transparent suivant, puisque
Finalement, ce qu'on voit là, c'est une cartographie de parcours d'achat. Ce qui est important, c'est d'observer, de passer du temps avec chacun de ces acteurs du processus d'achat. En fait, beaucoup de tâches sont faites de manière assez automatique, de manière assez mécanique et silotée. Et c'est vraiment important de comprendre à la fois, de mettre ces tâches dans la perspective du cycle d'achat complet. Et c'est aussi important de comprendre quels sont les trucs, les ponts qu'ont pu bâtir ces différents acteurs pour bypasser leur pain point, excusez les anglicismes, mais cette partie, cette observation, cette mise en empathie sont très importantes et sont une partie vraiment importante du design thinking, l'approche design thinking qu'on va mettre en œuvre. Et la suivante, ça va être vraiment une partie idéation qui va se faire en atelier avec nos clients pour designer des processus cibles et des situations cibles. Donc là, justement, vous avez un exemple de parcours d'achat. Ce qui est important, plutôt que de rentrer ici dans le détail de ces parcours, c'est de comprendre deux choses. C'est la complexité qu'ont pu bâtir par l'historique certains acteurs, complexité qui est souvent finalement méconnue. Et un des avantages de ce type de visualisation, c'est de faire prendre conscience de cette complexité. Et puis le deuxième, c'est de voir aussi l'interpénétration, c'est-à-dire que on a aussi tendance à décider les parcours de manière linéaire, persona par persona. Il est aussi important de voir l'interpénétration entre les différents acteurs pour bien comprendre à quel moment chaque besoin se fait jour et comment apporter aux différents acteurs l'information dont ils ont besoin à chaque étape de leur process d'achat. Donc comprendre un petit peu toutes les interactions, quels sont les outils, les process Exactement. digitaux, humains entre les Voilà, personnes, quoi. on prend l'expérience de chaque personne, on la comprend, on comprend les parties exprimées et latentes, et on met en regard tous les parcours de chacun des personas, des acteurs de ce process, pour justement être capable de designer un process complet et exhaustif. Et du coup, vous passez beaucoup de temps, par exemple, en concession avec Là, dans cet exemple-là, on a passé plusieurs demi-journées, disons une grosse demi-journée pour vraiment comprendre leur ressenti avec chacun des acteurs. Et puis ensuite, on confirme. Une fois que qu'on confronte avec les parcours d'autres acteurs, on vérifie que les points qu'on a identifiés comme des points communs le sont bien et qu'on a bien compris l'ensemble du process. Donc effectivement, il y a une longue période d'observation avec chacun des personnages et puis ensuite on revient pour confirmer. Donc j'imagine qu'à ce stade-là, il y a parfois des choses évidentes qui doivent sauter aux yeux en termes de simplification de processus, Bien sûr, de simplification de processus, d'impact sur le client. On peut se rendre compte qu'il y a des impacts lourds sur les clients à certains moments qui pourraient être évités et organisés différemment. Clairement, donc, effectivement, il y a ce qu'on appelle les quick wins qui peuvent arriver de manière quasi évidente. Donc là, on est au cœur de la force de cette proposition, quoi, de pouvoir vraiment repenser tout le parcours. Donc repenser le parcours et souvent, d'ailleurs, merci, c'est une excellente introduction pour la transition pour la slide suivante. C'est-à-dire que beaucoup de ces complexités se sont fait jour parce que les process ont été tournés autour des outils plutôt que le contraire et que les outils ont été bâtis dans le temps, donc pas forcément en cohérence les uns avec les autres. Par couche successive. Par couche successive, et donc c'est aussi beaucoup d'outillage qui parfois peut provoquer ces discontinuités. Donc ce qui est intéressant, c'est que par rapport à justement une vision stratégique que tu as plantée tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un outil qui va permettre de supporter cette vision stratégique. Alors nous, on est partenaire de Salesforce. Alors voilà, on est partenaire de Salesforce parce qu'on se considère que c'est la plateforme la plus complète par rapport à tout ce qui est engagement client. Il en existe d'autres, bien sûr, avec des outils qui vont être similaires, mais ce qu'on aime nous chez Salesforce, c'est justement ce côté exhaustif
des possibilités qui va vous permettre ensuite d'avoir un outil cohérent entre vos différents briques fonctionnelles. Donc j'en évoquais quelques-unes ici. Vous avez tout ce qui est pardon, donc on parle de marketing digital, de marketing automation. Donc vous êtes capable de vraiment de suivre vos campagnes, de faire du lead nurturing, de scorer vos prospects. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre ça en relation avec tout ce qui est réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle aussi le social listening. Donc, vous êtes capable de comprendre, d'avoir une analyse situationnelle de ce qui se dit sur vous, sur votre marque, sur les réseaux sociaux. Vous avez la faculté aussi de vous engager, d'engager auprès d'une communauté, c'est-à-dire que porter des messages bien précis à certains moments aux personnes qui vont être susceptibles de recevoir ce message. Vous pouvez publier, bien sûr. Après, vous avez des outils qui sont plus dans la productivité, tout ce qui est interface. Ensuite, vous avez aussi ce qui est très important. On a parlé de tout ce qui est web. Donc, vous avez le commerce digital. Mais avant d'arriver au commerce, vous avez la capacité de gérer des parcours sur votre site web, de gérer du SEO, d'avoir des parcours qui vont être personnalisés en fonction de ce que vous pouvez identifier de votre interlocuteur. Donc vous avez ces outils-là qui vous permettent aussi finalement de bâtir un parcours spécifique à la persona que vous avez identifiée. Et puis, ce qui est très important et qui prend beaucoup d'importance, et de plus en plus, c'est tout ce qui est autour de la recommandation, de la communauté, de votre capacité à faire discuter vos clients ensemble, vos écosystèmes ensemble. Donc, il y a tout ce qui s'appelle Community Cloud chez Salesforce. Mais vraiment, c'est finalement ce qu'on voit, c'est que ces stratégies de contenu et de persona ont besoin d'être outillées, d'être supportées pour pouvoir porter tous leurs fruits. Et moi, ce qui me saute aux yeux, c'est la couverture fonctionnelle qui s'adresse justement, enfin, qui répond aux attentes des milléniums dont on parlait tout à l'heure, le mobile, les réseaux sociaux, les nouvelles manières de communiquer, le chatbot, ce genre de choses. Bien sûr. Et tout ça unifié derrière la même avec technologie. Une continuité pour le marketeur qui lui permet, une fois qu'il a bien structuré ses bibliothèques de contenu, son approche, d'être plus efficace dans le fait de porter le message, le bon message au bon interlocuteur. Ok. On a à peu près fait le tour de ce qu'on voulait dire. On va peut-être résumer tout ce qu'on vous a dit. On va essayer de résumer ça. On a préparé quelques bullet points sur les points importants qui nous paraissaient importants justement de retenir pour répondre à la question qu'on proposait à travers ce webinaire, c'est-à-dire la connaissance client. En quoi est-ce que c'est un accélérateur de la performance B2B? Comment on en fait un accélérateur de la performance B2B? Donc, premier point, c'est persona et buyer de journée. Le message clé, c'est de comprendre pourquoi ils achètent et comment ils décident. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de vous montrer. La vision stratégique, elle est importante et Philippe l'a évoqué aussi. Il s'agit de répondre à une question qui est simple, c'est de définir ce qu'on souhaite accomplir. Et puis aussi, derrière, de dire comment on saura qu'on l'a accompli. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme indicateur qui vont dire oui, on est en train de rencontrer le succès, on est sur la route du succès ou pas. Et puis de penser aussi une vision stratégique en termes de valeur créée pour le client et puis pas seulement en termes d'amélioration de l'efficacité pour l'entreprise. Et je pense que, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que la valeur de la transformation, elle est là. Quand on est sur la transformation, l'amélioration de ces process, on se transforme pas vraiment à mon sens. On se transforme avec les clients quand on leur apporte une proposition de valeur qui a changé, qui a évolué, qui est optimisée, qui est différent, quoi. Donc, troisième item, l'évaluation, mesurer les écarts et les opportunités au regard du cycle de vie du client. Donc déjà, vous voyez comment dans ces trois items, on met toujours le client au centre de la démarche.
je te laisse reprendre le relais parce que… Oui, merci Clément. Ce qui est important aussi pour nous, c'est le fait de trouver des solutions qui vont vous différencier. Euh, ces démarches sont appliquées par plein d'acteurs, donc il faut trouver la solution un peu différente, un peu disruptive, qui va permettre de se différencier et de faire entendre notre voix auprès du client. L'excellence opérationnelle, bien sûr. Toute cette stratégie, pour être efficace, doit être exécutée de manière fluide. Donc, on a vraiment besoin des outils qui vont vous permettre de poursuivre cette stratégie. Et puis, je crois qu'on a tous les deux un message commun, et je vais te laisser le porter, Clément, c'est tout ce qui est accompagnement au changement. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de transformation, effectivement, sans qu'elle se fasse avec les hommes de l'entreprise, quoi. On a beau implémenter un outil, changer un process, mis en place des messages qui soient structurés. S'ils sont pas portés, s'il n'y a pas cette idée de réciprocité entre l'expérience des employés qui vont porter le message à l'extérieur de l'entreprise, ça va être un frein effectivement à la transformation. Et puis c'est pas le seul élément qu'on partage de manière forte, qui est la notion d'agilité. C'est-à-dire, on n'est pas détenteur effectivement dans une stratégie qu'on mène et puis des tactiques qui en découlent, d'avoir tout de suite la bonne tactique. Elle demande souvent effectivement d'apprendre, d'être optimisé et puis surtout d'organiser un feedback d'un feedback pour pouvoir justement le faire. Et je crois qu'on arrive. Voilà, on a été un peu long. C'est un thème riche et qui nous passionne. Je crois qu'on va essayer de prendre des questions si on a encore un petit peu de temps et si vous avez quelques questions. Donc, je me tourne vers le chat. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? On s'accorde une petite minute pour pouvoir vous laisser poser les questions sur le chat. Et puis on va pouvoir y répondre. Tiens Clément, regarde, je vois une question pour toi. Là, ça a été plus rapide. Concrètement, ça prend combien de temps entre le moment où on décide de lancer un projet persona et le lancement des premières campagnes? Alors, donc question opérationnelle. Généralement, pour réaliser un persona, l'exploration d'un bailleur de journée, on va dire classique, de 3 personas plus le bailleur de journée, on va prendre entre 6 et 8 semaines pour pouvoir le faire. Alors, effectivement, ça c'est pour la partie projet persona et lancement des premières campagnes. Une fois que vous avez au persona, on a une grille de lecture qui est importante pour pouvoir cartographier les contenus, organiser effectivement des messages. Donc après, effectivement, passer en production des stratégies de contenu qui peuvent en découler. Donc on va dire que les premières campagnes autour, par exemple, d'un persona ou d'un scénario, ça va être, si on prend un scénario du type, je fais des personas, on décide d'un ensemble clé de messages qui vont être délivrés par un contenu un peu de qualité comme un webinar, une infographie, quelques blog posts. Il va se passer entre 2 et 4 mois en général en fonction de la complexité effectivement du projet. Mais ce temps, il est très dépendant de l'implication du client et puis de sa volonté d'engager les équipes et de mettre en place la stratégie, quoi. On a une autre entreprise, beaucoup d'entreprises ont déjà fait une partie du chemin, persona ou outil, mais n'ont pas déployé la démarche que vous décrivez entièrement. Que leur conseillez-vous? Ça, c'est intéressant et c'est un constat que je partage. On voit beaucoup de démarches qui sont des démarches finalement partielles. On va s'outiller, on va créer des personas. Une partie des chemins est faite. Pardon. Alors que faire? Il y a deux aspects de réponse à ça.
Il y en a une dans ce que disait Clément sur tout ce qui est change management, c'est-à-dire que les outils pour être déployés ont peut-être besoin d'être accompagnés, enfin les outils ou les stratégies. Et puis le deuxième qui est amont ou aval, vous avez une situation, elle est ce qu'elle est. Ce qui est important, c'est de définir une situation cible, qu'est-ce qu'on veut obtenir, et de faire le plan, de mettre en place l'agenda digital qui va vous permettre d'y arriver. Donc voilà, change management, et puis également planification et vision, même si on garde de l'agilité, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, deux questions plutôt effectivement opérationnelles. Donc, c'est plutôt bien. Écoutez, nous voilà au bout de notre webinaire. J'espère qu'il a répondu à des questions qui vous intéressaient. On a le projet de faire d'autres webinaires avec Baybridge, notamment sur les questions de communauté de clients. Donc, n'hésitez pas, on va vous envoyer un petit questionnaire pour creuser cette question, pour pouvoir amener un maximum de valeur. On me montre une autre question, pourriez-vous nous mettre votre présentation à disposition? Évidemment, on va vous la faire parvenir. Il y aura certainement un replay qui sera aussi disponible. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions qui venaient, à prendre contact avec nous, et puis on se fera vraiment un plaisir de répondre. Et donc, je terminais pour dire, communauté, on va vous envoyer un petit questionnaire pour comprendre un petit peu quelles sont les questions qui vous intéressent, qu'on puisse explorer. Nous, on a beaucoup de choses à dire sur l'aspect communautaire, sur tout ce qui est gestion des réseaux de revendeurs, gestion des communautés utilisateurs, qui sont quand même des choses complètement différentes, et sur lesquelles il y a à la fois une réponse un peu stratégique, connaissance client, dispositif, et puis une réponse opérationnelle de mise en place avec des outils qui proposent aussi Salesforce d'ailleurs. Donc voilà, merci à tous, merci aux équipes de Baybridge, et puis à très bientôt. Merci Clément, merci à tous, à bientôt.